On va juste tout reprendre depuis le début sur les couteaux, les formes de couteaux, à quoi ça sert, les types de métaux, en tout cas les grandes familles, et puis les finishes et certains forgerons. Ça va être à peu près tout ce qu'il va y avoir ici. Dans les formes de couteaux, du plus petit en gros au plus grand, il y a le petit, donc c'est couteau d'office. Les tailles, ça va de 90 à 150 mm. Et que ça va vraiment être un couteau à tout faire, travailler à la main. C'est vraiment un couteau très maniable qui sert à peu près à tout. Deuxième couteau, le couteau le plus commun, c'est le santoku. Santoku, ça veut dire 3 vertus en japonais. Donc essentiellement, c'est viande, poisson et légumes. Il existe en différentes tailles, mais généralement c'est 165 ou 180 mm. Et que c'est un couteau qui est très maniable, qui est facile à utiliser, notamment à la maison. Moi je le conseille beaucoup. Je le préfère au gyuto, qui gyuto est plus un couteau de chef, mais on va y revenir. Donc ça c'est vraiment le couteau à tout faire. Si quelqu'un s'y connaît pas forcément en cuisine et veut commencer avec quelque chose avec un couteau japonais, c'est un santoku 180, on va aller voir 100%, c'est vraiment le mieux. Ensuite, plus spécifique, on va avoir le nakiri. Nakiri avec la lame carrée, rectangulaire. Nakiri, c'est un couteau à légumes, essentiellement. Plus pratique, plus facile d'utilisation, meilleure tranche de la fibre végétale, et que c'est pas mal ça. Sinon, il fait tout comme le reste, l'utile préféré pour les fibres végétales. Dans les formes de couteaux, toujours après la même taille, le bunka, qui ressemble beaucoup au santoku. La différence entre le santoku et le bunka, c'est la pointe. Le santoku est plus arrondi, le bunka est plus pointu. Moi j'ai un bunka à la maison, je l'aime beaucoup parce que tu peux utiliser vraiment, mettons tu vas aller ciseler, émincer un oignon, tu vas utiliser vraiment le bout de ta lame comme si tu utilisais un petit couteau d'office, et qu'il y a une meilleure maniabilité, mais après c'est une question de style aussi. Le gyuto qui est comparable au couteau chef européen, qu'il existe en 180, 210, 240. On a même, si on veut pousser la chose, les 270. Là, on a un 210 ici, 270. Il y a toute cette gamme. Ça, c'est plus pour une cuisine professionnelle. On va vouloir faire des grosses pièces de viande. Ça fait absolument tout. Quelqu'un d'assez à l'aise avec un couteau pourra tout faire avec un gyuto. Il y a aussi bien ciseler des oignons, que émincer des carottes, que trancher une pièce de bœuf, n'importe. C'est ça. Ensuite, très spécifique, on va aller sur le sujiki. Sujiki, c'est ces longues lames, généralement 210 mm, voire plus. Là, on est sur un 240. Un peu de souplesse, peu importe les métals utilisés. Sujiki, c'est un slicer, donc ça va servir pour la viande comme pour le poisson. On veut utiliser toute la lame pour trancher en un seul geste, pour venir vraiment couper la fibre, couper la protéine animale et pas l'écraser. Parce que qu'est-ce qui va faire la différence entre un couteau qui coupe bien et un couteau qui coupe mal? C'est qu'au niveau moléculaire, on vient écraser la fibre avec un couteau qui coupe mal, et on vient la trancher. Avec moins d'oxydation, etc. C'est ça la science d'un couteau aiguisé, c'est que tu viens moins abîmer ton produit, donc tu viens garder une qualité organoleptique derrière, tu ne vas pas l'écraser. Et c'est ça. Il y a le sujiki, qui est généralement droit, simple, double angle. Je pense qu'on doit en avoir un quelque part, sinon c'est le Yanagiba, qui ressemble beaucoup au sujiki, si on en a encore. Je sais pas si non, ça n'a pas l'air. En tout cas, il y a une autre version du slicer, c'est exactement le même, sauf qu'il y a le tranchant que d'un côté, et l'autre côté est légèrement incurvé vers l'intérieur. Ça, c'est uniquement pour le poisson, pour les sashimi. Ça va permettre de trancher beaucoup plus net et de ne pas faire coller la viande derrière. Ça, c'est Yanagiba. Mais je n'en ai plus ici, je pense que je l'ai vendu au Yatai. Oh, ben oui, pourquoi ils sont pas vitrine? Merci. Ok, alors on a un Yanagiba Kiritsuke qui est sale.
Kiritsuke, on y vient après, je vais juste prendre le Minagiwa pour la démo. Voilà. Et là, on est exactement pareil, et si vous regardez, il n'y a qu'un seul côté qui tranche, l'autre côté il n'est pas aiguisé et il est incurvé. Donc tu vas venir trancher, là c'est un droitier du coup, vu que le tranchant est sur la droite, single bevel sur la droite, et tu vas venir trancher en une seule fois, et ça évite que ça colle ton poisson dessus. Il y a la version Kiritsuke aussi, c'est juste la pointe qui est différente. Et enfin, le dernier format qu'on a, c'est Kiritsuke, qui ressemble au bunka, mais plus long. Traditionnellement, au Japon, il n'y a que les chefs qui peuvent utiliser le Kiritsuke. Bien sûr, nous, on s'en fout un peu, donc tout le monde utilise un peu des Kiritsuke. Mais c'est un couteau de chef, normalement, qui représente un peu le statut dans la cuisine. Mais il fait tout comme un. C'est juste que généralement, ils sont plus longs. Donc il faut avoir une bonne dextérité pour pouvoir l'utiliser. Il y a un autre format de couteau qu'on n'a pas ici, c'est le Onetsuki. Onetsuki qui est vraiment triangulaire, plus petit et très solide. C'est un couteau à désosser les volailles par exemple, mais ça on n'en a pas actuellement, donc on ne va pas le présenter. Mais c'est ça, on en aura à l'avenir normalement. C'est vraiment une lame triangulaire comme ça. Une forme un peu bizarre, très spécifique au Onetsuki. En tout cas, ça c'est pour les grandes formes de couteaux, en tout cas celles qu'on a à la boutique. Il y en a 2-3 autres, genre des débats, mais ça on ne les a pas, et que je ne vais pas vous surcharger la tête, le jour où on en recevra, je vous ferai un topo dessus. Ensuite, les types de métaux. Là on entre sur la partie technique, c'est ça que les gens veulent savoir un petit peu. En gros, pour la faire simple, on va catégoriser 3 grandes familles d'alliages. Acier carbone, acier des poudres, Acier quoi? Des poudres, et acier inoxydable. Ça, c'est un acier inoxydable. Ça, c'est un acier des poudres. Et ça, mettons, c'est un acier carbone. Qu'est-ce qui va changer? La base, okay, d'un alliage, c'est fer, d'un acier, l'acier c'est fer et carbone. Okay. Le carbone va amener de la rigidité au fer, va permettre de pouvoir le chauffer et de le refroidir, et d'amener un pouvoir de tranche. Donc généralement, les couteaux dits carbone vont mieux couper, mais être plus fragiles. En gros, il y a une échelle qui s'appelle l'échelle de Rockware, et la dureté est comptabilisée là-dessus. Donc les couteaux, c'est entre 55 et 64, 65. Plus c'est bas, plus c'est mou, plus c'est haut, plus c'est dur. 63, 64, mais c'est des choses très très dures. Mais dureté égale fragilité. C'est-à-dire qu'au plus ça va être dur, au plus ça va trancher net, mais au plus ça va être fragile. Ça c'est la base. Donc dans les aciers carbone, il y a Aogami, Shirogami. Shirogami c'est acier blanc, Aogami c'est acier bleu. Donc white pepper steel, blue pepper steel. Pourquoi white, pourquoi blue? Parce qu'à l'époque, quand ça arrivait, ces couteaux-là, dans cet alliage-là, ils arrivaient dans le papier blanc, des papiers bleus, et que maintenant ça s'appelle acier bleu, acier blanc. C'est tout con. Mais c'est ça. Ça, c'est les aciers les plus purs. Le plus pur, c'est l'acier blanc, Shirogami. En Shirogami, on va avoir ici Fujiwara. Ça, après, c'est juste à savoir, à regarder qu'est-ce qui est quoi. Mais Shirogami, c'est l'alliage, c'est uniquement fer et carbone avec un tout petit peu de mobilène peut-être dedans pour amener un peu de résistance, mais c'est fer et carbone. Et que ça coupe extrêmement bien, mais si je fais ça sur le rebord, ça va casser. Fragilité, dureté, tranchant, fragilité. Ensuite, dans un alliage un peu plus abouti, on va dire. L'avantage, c'est que ça, c'est un emploi en tranche, c'est très dur à forger. Il n'y a que des maîtres et puis qui les forgent, il n'y a que des grands chefs qui les utilisent. C'est beaucoup d'entretien, ça s'oxyde rapidement aussi. C'est-à-dire qu'un couteau en Shirogami, même en Aogami, je coupe une tomate, je laisse un pépin dessus, un quart d'heure après, il y a une tache noire. C'est l'oxydation naturelle. Si on laisse trop longtemps, ça rouille, ça devient orange, ça c'est mauvais. Si on le laisse et qu'on le nettoie après, ça reste juste noir. Et en fait, tous les couteaux en Aogami, en Shirogami, en acier carbone, quoi, ils vont changer, ils vont avoir une patine qui va se former. Donc la patine, c'est sur le début de la lame, ici, c'est une protection naturelle qui va se former, c'est une oxydation naturelle
C'est une protection noire qui va se former, ta lame elle va évoluer avec le temps. Deuxième alliage, aogami. Il y a plusieurs types d'aogami, il y en a 3. Chacun va avoir des petites spécificités. Mais là, on va rajouter d'autres éléments dedans. Donc il va y avoir un peu de mobilène, peut-être du chrome il me semble, mais en très très petite quantité. Donc on va avoir quelque chose de légèrement plus résistant mais qui va garder un bon pouvoir de tranche. Ça c'est les deux grandes familles d'acier carbone. Ensuite on va aller sur l'acier inoxydable. Alors là la liste des aciers, elle est très très longue. Le plus utilisé, le plus courant, surtout pour les japonais, c'est le VG10. VG10, en gros, ça va permettre de garder un bon pouvoir de tranche. Donc en gros, là, on a les aciers carbone, ça coûte très bien, c'est très sympa, mais c'est très fragile d'utilisation, c'est sensible à la corrosion, etc. Et qu'on a voulu rajouter d'autres éléments qui vont permettre de les rendre plus résistants, mais on est censé perdre un peu sur le pouvoir de tranche. La beauté, c'est qu'on a réussi à trouver, donc là, mettons là-dedans, dans le VG10, c'est même quantité de fer, de carbone, sauf qu'il y a 13% de chrome. Ça, c'est ça qui va rendre l'inoxydabilité, c'est 13% de chrome. Et ensuite, dedans, c'est du tungstène, du molybdène, du cobalt. Il y a une liste de 7 ou 8 à peu près métaux dedans qui vont chacun amener une spécificité. Plus de dureté, plus de résistance à la corrosion, etc. Pour arriver à ce qui semble être optimal pour avoir un couteau où là, je pourrais couper une tomate, ça ne fera rien. Je pourrais laisser 2 gouttes d'eau dessus, ça ne va pas s'oxyder. Alors qu'à l'inverse d'un couteau carbone, si je laisse 2 gouttes d'eau dessus, au bout d'une heure, il y a 2 taches noires. Ça, c'est beaucoup plus résistant. Mais ça perd en solidité. Donc là, on a une lame qui est légèrement plus souple et on va gagner en résistance. Donc c'est ça, on est sur un 59-60, non 60 je pense sur l'échelle de Rockwell. Et on va derrière gagner de la résistance à la corrosion, etc. Donc c'est un très très bon alliage, assez commun pour tout ce qui est acier inoxydable. C'est ce qui se vend le mieux parce que c'est ce que les gens préfèrent utiliser à la maison. C'est plus facile d'utilisation. Tu peux le prendre, couper, le laisser, reprendre, couper, etc. Chose que tu ne fais pas avec un acier carbone. Acier carbone, c'est vraiment pour des gens très techniques, des gens déjà habitués, soit des chefs, soit des cuisiniers, soit des gens très attentionnés avec leur couteau. Et ensuite, on a l'acier des poudres, qui est quand même assez récent comme technique. Donc, qu'est-ce que c'est l'acier des poudres? Il y en a plusieurs. Il y a le SG2, qui est ici. Il y en a des nouveaux maintenant, le G3, le ZDP 189. Donc pareil, il y a plusieurs gammes. En gros, ce qu'on utilise le plus, c'est le SG2, Super Gold 2. Ça va permettre, en gros, c'est le meilleur des deux mondes. Ça va garder un énorme pouvoir de tranche, une certaine fragilité, mais moins qu'un acier carbone, et toujours une certaine inoxydabilité. Donc c'est l'entre-deux. Qu'est-ce qui se passe avec l'acier carbone? En gros, on prend l'alliage au pourcentage de ce qu'on veut, on le fait chauffer, on le fait refroidir à l'azote, ça va perler, ça va une microbille, en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça l'acier des poudres, ça va refaire une poudre, et ça va chasser toutes les impuretés de la lame, et ça on le refond derrière, et puis ça donne ce type de couteau-là, qui sont très très purs, donc qui coupent extrêmement bien, qui sont résistants dans le temps, qui gardent leur tranchant, mais ça demande une très bonne technique pour les aiguiser, ça demande beaucoup de technique à travailler. Et par contre, derrière à la maison, on va garder ça tranchant très longtemps, avec moins d'utilisation qu'un carbone. Ça, c'est pour les grandes familles de métaux. Carbone, inoxydable, acier des poudres. L'acier des poudres, ça monte très vite en prix. Mettons un couteau comme ça, là, c'est à 270 $. Ça explique la technique de forge, ça explique la résistance, le pouvoir de tranche, etc., etc. Tu peux l'avoir dans plusieurs types. Et là, on en vient maintenant au nom des différents finishes sur les couteaux. Donc il y a des Damas, il y a des Kuroshi, il y a des Nachiji, il y a des Migaki, etc., etc. Ça se repère quand tu connais, il faut tout noter, c'est juste à connaître, c'est juste le finish sur la lame. Donc là, on se rend compte que cette lame elle est différente de cette lame, qui est différente de cette lame, mais c'est juste au niveau de la beauté. Donc, c'est quoi les noms? Ça, quand ça fait plein de motifs dessus, c'est du Damas. Le Damas, c'est une technique de pliage de métal chauffé qui va donner des formes. Donc,
Généralement, pour l'acier inoxydable comme ça, c'est 32 ou 64 couches. Ça veut dire que c'est un pliage qui donne à la fin 64 couches. Donc on part avec 8, on aplatit, on plie, ça fait 16, on aplatit, on plie, ça fait 32. Tout simplement. Ça, c'est le nombre de couches qu'il y a. Donc généralement, c'est un cœur en VG10 avec un damas recouvert. Tu peux avoir ça comme technique, mais tu peux l'avoir aussi avec d'autres types de métaux, comme ici, ça c'est un SG2, mais c'est un damas aussi. Et les damas vont prendre différentes formes, c'est selon le pliage que tu fais au départ, c'est tout. Mais tout ce qui va avoir des styles de vagues comme ça dessus, c'est un damas. Ensuite, il va y avoir, donc là, celui-là, c'est un Akiri, 180 mm, damas. L'autre spécificité, c'est les manches. Western handle, donc là, manche européen, classique, avec 3 rivets ici, bonne prise en main. Mais il y a le manche wa, qui veut dire japonais, traditionnel, soit octogonal, du côté, soit on appelle ça en D, c'est-à-dire que là, c'est pour droitier. Il y a une ligne ici qui va venir mettre le creux des doigts pour pouvoir franchir. C'est les manches, c'est ça, c'est western ou wa, c'est européen ou japonais. Je repars sur les types de finition. On va avoir kurochi. Kurochi qui veut dire brut de forge un petit peu. C'est laissé. En gros, quand on chauffe le métal, qu'on travaille le couteau, etc., tout ressort noir comme ça. L'acier noirci quand on le chauffe. Ce qui se passe après, pourquoi c'est aussi joli et brillant, ben on vient poncer, polir, affiner, affûter, liser, etc. C'est ça qui va donner plusieurs couches. Le finish kurochi, c'est quand c'est noir en haut de la lame, comme ça. Ça veut dire, voilà, c'est cet effet-là brut de forge, on va laisser un aspect un peu non fini, mais fini quand même, tu vois, genre si c'est travaillé, c'est beau. Un des autres finish, ça va être Nachiji. Nachiji, c'est toutes les gammes que vous voyez ici. Donc c'est cet effet un peu peau de poire, et c'est littéralement ça que ça veut dire en japonais, peau de poire. C'est cet effet un peu granuleux. Là c'est le finish Nachiji. L'autre finish c'est Tsushime. Tsushime qui veut dire martelé. Donc, pour prendre plein de formes. Lui, le kurochi qu'on a tout à l'heure, c'est un tsushime aussi, parce que vous voyez, c'est martelé avec des petits ronds. Ça, en fait, c'est fait avec un outil en métal cylindrique et un marteau, et on vient taper doucement dessus pour faire ça. Mais on l'a fait aussi ici. Ça aussi, c'est un tsushime, mais avec d'autres motifs. Donc, tout ce qui va être martelé sur le haut de la lame, avec un relief, c'est tsushime. Donc là, on a fait Nachiji, on a fait kurochi, on a fait tsushime, on a fait les damas, et je pense qu'on est... Migaki, merci. Migaki, on va y aller, c'est quelque chose de génial. Là, on a un tsushime damas Migaki. Voilà. Salade tomate oignon, sauce blanche en ça. Il y a Migaki, c'est quand c'est brillant, c'est polish, c'est l'effet miroir. Donc ça, c'est... Un Migaki, c'est tout ce qui va être assez brillant comme finish de lame, donc il y en a pas mal ici. Il y en a dernièrement en haut, là, ça c'est du Migaki, donc tout ce qui va être brillant. C'est ça pour une grande famille de finish, c'est ça qu'on va vous poser essentiellement comme question. Il y a un autre truc à savoir, mettons, et ça on en vient sur les forgerons. Un des forgerons qu'on a ici, qui fait donc en finish, ça c'est c'est ça. Nachiji. Donc le gars qui a forgé ça, Fujiwara, c'est un grand nom de la forge au Japon. C'est lui qui a créé la technique du Sanmai. Sanmai qui est une technique de sandwich. Donc en gros, lui c'est du shirogami, qui est un métal très sensible. Donc là, moi j'ai un de ces couteaux à la maison. Tout le bas de ma lame est entièrement noir. Parce qu'il s'est oxydé d'une bonne manière, de manière naturelle. Si vous regardez le dos de la lame, ici, légèrement, on voit qu'il y a une couche à l'intérieur qui est plus foncée et prise par deux couches plus claires. Donc en gros, la technique du Sanmai, c'est de mettre un centre en carbone et de venir aplatir à côté deux aciers inoxydables
ce qui va lui amener de la résistance sur tout le côté. Sinon, notre lame deviendrait entièrement noire et pas juste le cœur. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on affûte? On vient vraiment grinder d'un côté pour enlever de la matière, grinder de l'autre pour retrouver vraiment ce fil en chirogami qui est très tranchant. Ça, c'est la petite technique et c'est lui qui l'a créé. Il y en a plein d'autres qui le font aussi aujourd'hui. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des grandes familles et de ce qu'il y a à savoir sur les couteaux. Est-ce que vous avez des questions? Je parlais de même des forgerons. Les forgerons, on va parler des forgerons. Ben là, Fujiwara, on vient de le faire. Là, on a plus tant que ça de différents forgerons. On a Fujiwara, grand nom de la forge. On a ici Yu Kurosaki, qui est le plus jeune ou un des plus jeunes forgerons du Japon, qui a vraiment le vent en poupe en ce moment, c'est-à-dire que c'est pas, on ne lui commande pas ce qu'on veut, c'est lui qui donne ce qu'il veut à qui il veut, tellement il est demandé dans le monde. Il se fait reconnaître par une qualité de forge impressionnante, mais surtout ses motifs sur ses lames. Donc ça, c'est un Yu Kurosaki. Mais on a la gamme Senko ici. Ça, c'est un Yu Kurosaki aussi. En finish Migaki martelé. Et c'est vraiment des plus magnifiques lames. Il y a celle-là, il y a le Fujin que tu as vendu tout à l'heure. Ça, c'est Yu Kurosaki aussi. Fait que c'est ça, une très très belle technique de forge, un très jeune forgeron, tout le monde se l'arrache. C'est vraiment. Là, il y a ça, il y a Fujiwara. Après, il y a Saji, Takechi Saji, ici. Je connais pas tant son histoire à lui, tout ce que je sais, c'est qu'il se fait. C'est que c'est cher. C'est que, ouais, il fait vraiment un très très beau travail de Damas, une très très belle qualité de forge, et ça se ressent dans son travail. Donc, c'est certes un des couteaux les plus chers qu'on a, mais un des plus aboutis aussi, que ce soit au niveau du manche, Ironwood, ou du finish, du Damas, qui est vraiment très très beau. C'est ça. Il y a pas mal de recherches à faire sur lui, donc ça vous pouvez regarder, là vous avez les noms. C'est ça pour les grandes familles. On a Ikeda, on a Tsuneisa qui est une forge, une grande forge qui rassemble plusieurs forgerons sans forcément donner le nom. Donc, chez Tsuneisa, on va recevoir tout ça, c'est des gammes Tsuneisa. C'est pas forcément les mêmes forgerons au sein de la forge qui vont le faire, mais c'est sous la gamme Tsuneisa. Donc c'est un signe de qualité. Quand on sait qu'on travaille avec Tsuneisa, c'est un signe de qualité. On est à peu près sur tout. Après, ça prend le coup de savoir chacun des bois utilisés pour les manches. Honnêtement, là, il faudra que je me mette à jour sur tous les derniers parce que j'ai pas eu le temps encore de checker tout ça. Mais c'est du bois de Paka, c'est du bois de. Il y a Ironwood ici, il y a bois de Paka, il y a du cerisier. Toute cette gamme en bas, là, c'est du bois de cerisier. C'est ça. Ça tourne à peu près toujours sur la même chose. Et que je pense que j'ai à peu près tout dit. On peut faire point par point quels sont les types de métaux pour chacune des gammes qu'on a là. Mais est-ce que tu peux parler des autres outils qui vont avec les couteaux, genre planche à découper pour la maison, sawa pierre, je veux bien, mais le reste, planche, c'est chacun chacun sa route, chacun son chemin. des choses à développer. Je me rends compte qu'il n'y a plus les pierres double face. On a plus du tout les 1000 et les 30, parce que même 3000 on en a plus non plus. Je vais en promener. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en pierre? En gros, le grit des pierres aiguisées. C'est comme pour les papiers pour poncer dans le bâtiment, plus c'est bas, plus c'est abrasif, plus c'est haut, plus c'est fin. Donc on va commencer généralement, si le couteau est un peu abîmé, il n'a pas été aiguisé depuis longtemps, avec une pierre en 220. Ça, c'est une pierre en 220. C'est. Je vais toucher. Tu pourrais presque. Tu pourrais te poncer les ongles dessus. Moi, c'est à ça que ça me fait penser, mais c'est ça. Ça, en gros, tout ce qui est en dessous de 1000, de 220 à 600, c'est des pierres de réparation. On va vraiment venir grinder du métal très rapidement dessus. Donc tout ça, tout ce qu'on a, c'est des pierres à eau. Il faut les tremper dans l'eau pendant un certain temps, une dizaine de minutes.
et après les mouiller à chaque fois qu'on fait des passages dessus. Donc, quand on vient aiguiser, on colle la lame dessus et on prend un angle à peu près de 12-15 degrés. Une fois qu'on a choisi son angle, on essaie de le garder. Il y a des guides d'angle des fois. On garde de l'eau à côté, on mouille, on vient grinder le métal. On a toujours un peu d'eau, dès que l'eau commence à disparaître, on remet. Parce que l'eau, plus la pierre qui s'en petit à petit, plus le métal, c'est ça qui va faire cette espèce de pâte abrasive qui va venir enlever. Une fois qu'on a frotté tout d'un côté, on va sentir le métal qui remonte en fait comme ça. On passe de l'autre côté. On va frotter de l'autre côté, le métal va remonter à chaque fois. Et on aura enlevé une couche de métal, c'est comme une peau morte, mais c'est du métal mort, quoi. Et ça, après, on vient l'enlever en frottant d'un côté et de l'autre. Là, on a fini avec notre 220. Notre couteau est réparé, il est bien, il est prêt à être aiguisé. On a fini avec cette pierre-là. On passe à une pierre. Là, je ne les ai pas ici, mais normalement, on a des pierres 1000, 6000 ou 1000, 3000. On va passer une pierre, c'est 1000, 1005, une pierre naturelle. Ça, c'est un grain plus fin. C'est sous plastique, donc on ne peut pas l'enlever, mais c'est beaucoup plus fin. 1000, c'est la référence de base, c'est avec ça qu'on aiguise. On peut tout faire avec une 1000. Un couteau coupera très très bien, se portera très très bien si on n'a qu'une pierre 1000 à la maison. Si on lui met un petit coup de temps en temps, c'est magique. Donc on peut réparer aussi, mais il va falloir frotter longtemps. On peut vraiment faire un beau finish avec, mais il va falloir frotter longtemps. Et c'est ça, c'est la pierre. Si quelqu'un veut une pierre en particulier pour commencer, c'est la 1000 qu'il faut. Sauf si son couteau est cassé, il va falloir prendre 200. Ensuite, plus on va monter, plus on va polir. 1000, généralement c'est 3000. 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 10 000, et même des pierres à 30 000. Et 30 000, on doit avoir une pâte à polir. Donc, moi, généralement, quand j'aiguise, je fais 1000, 3000, 6000. Si j'ai des couteaux carbone, je peux monter à 10 000, mais c'est plus un kiff personnel. Les gens, s'ils veulent apprendre à aiguiser, c'est 1000, 6000 ou 1000, 3000. On va en recevoir dans pas trop longtemps des pierres. On a des pierres qui sont à double face, c'est-à-dire que c'est au milieu, c'est un côté 1000, un côté 3000. Et que tu aiguises sur ton 1000, tu tombes ta pierre, tu polis sur ton 3000. Et c'est tout. C'est ça à savoir. Là, il ne nous reste que des pierres face unique. Ça se fait plus difficilement, mais voilà, bientôt on aura ça. Et ici, ça, c'est le stone finder. C'est ce qui permet de poser ta pierre dessus et pas qu'elle bouge. Si tu n'as pas ça à la maison, tu peux mettre ça sur un torchon. Ça évite que la pierre elle bouge. C'est ça, tout simplement. Et qu'on a fait à peu près le tour, je pense, de l'essentiel de ce qu'il y a à savoir. Ça, c'est un rust remover. C'est hyper abrasif, c'est comme une gomme anti-rouille. Donc, mettons un client arrive, oh mon dieu, j'ai fait de la merde avec mon couteau carbone parce que je pensais que ça allait m'en occuper, mais en fait, j'ai pas lu la fiche quand on l'a lu. Bon. Là, il y a un trou dedans et il y a de la rouille. Moi, qu'est-ce que je fais? Première chose, j'enlève la rouille. Donc, je prends ça, je la trempe dans l'eau et je viens frotter doucement ma lame, ça va enlever et l'oxydation et la rouille. La lame va redevenir comme ça, en fait. L'oxydation, on la voudrait idéalement, mais si elle est la lame à rouiller, c'est qu'on allait trop loin. Donc là, on prend ça, on frotte dessus, tout s'en va, et là on repart sur un couteau neuf, et là on n'aura plus qu'à le laisser s'oxyder naturellement. Un très très bel outil. Quand on a un couteau carbone, moi je conseille vraiment d'avoir ça. Parce qu'il ne reste plus beaucoup à l'achat. Voilà. Pour les grandes familles, les grandes choses à savoir. C'est ça, je regarde un petit peu s'il y a des trucs, mais non. Ça, c'est le truc d'Alexis. Alexis, c'est un forgeron de Montréal. Donc, il forge tout lui ici. C'est des catégories à part. Il y a les noms de ses couteaux avec les spécificités dessus. Il est très très fort dans les damas. Mettons un couteau à lui, c'est un des damas les plus durs à faire. Je pense qu'il a pris au début 2 kg de métal pour avoir un couteau comme ça. Ça s'appelle un damas plume. C'est vraiment impressionnant. Et c'est entièrement damassé. C'est pas une couche de damas. Et que c'est vraiment de la très très belle forge. Mais c'est à 1000 $. Ah bah ouais, j'étais. Et que ça calme. Mais c'est ça. Si Si vous avez des questions, si vous avez des... N'hésitez pas à laisser un message. Merci pour ça. Mais ça fait plaisir. Après, c'est ça, prenez le temps de checker, vous allez vous faire avoir sur des questions, des fois des couteaux. Vous avez le nom,
pouvez checker sur internet vite fait, il y a sûrement des descriptifs plus précis sur chacun des couteaux. Ok. C'est ça. Les grandes familles, Kurochi, Damas, Nashiji, Tsushime, voilà, Migaki, les grandes familles de finish de couteaux. Vous les reconnaissez à l'œil après directement. Les formes de couteaux, c'est le plus important. Qu'est-ce que ça fait à peu près? Les forgerons, c'est toujours bien à savoir. Si on voit une histoire, on voit pas juste des couteaux à la con, on voit une histoire avec un forgeron derrière. Et c'est ça.